Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Vous le savez peut-être, je produis et anime le podcast La République Inaltérable avec Alexis Poulain. Cette activité et mon boulot de production audio, notamment pour l'événementiel, m'a éloigné un petit peu de Disruption Protestante. Nous proposons avec quelques camarades des choses que nous n'avions pas encore entendues dans la communication pour colloques, salons et conférences en tout genre. Il serait bien présomptueux de dire que nous réinventons l'événementiel audio comme d'autres l'événementiel traiteur. Chefing, c'est la start-up qui transforme l'événementiel traiteur. Il faut comprendre que l'événementiel traiteur a été très peu repensé dans les 50 dernières années. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance, les boîtes cherchent à engager leur communauté, et quoi de mieux pour le faire que le moment où ils rassemblent tout le monde à travers l'événementiel traiteur. On a aujourd'hui une croissance énorme et une équipe de tueurs. En tout cas, contactez-moi si cela vous intéresse pour vos projets, toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. On parle souvent de la Startup Nation dans la République Inaltérable et on aime inviter des auteurs pour confronter nos expériences. Aujourd'hui, je vous propose une interview que j'ai réalisée cette semaine pour un livre original à bien des égards, et en premier lieu pour vous, chers auditeurs de Disruption Protestante, parce qu'il se sert de la fiction pour porter un discours technocritique. Le livre en lui-même vaut déjà le détour pour ses qualités littéraires, et la profondeur de la réflexion devrait vous intéresser. Je vous laisse avec l'auteur. Et ce matin, je suis avec Loïc Esch qui publie Le Syndrome de Palo Alto aux éditions Léo Cher. Bonjour Loïc. Salut Antoine. Ah, j'ai découvert ton livre un peu par hasard, je dois l'avouer, au milieu des sorties de la rentrée littéraire de janvier. Un peu à l'ancienne, la 4e de couverture m'a interpellé, je l'ai trouvé en librairie, alors j'ai tenté ma chance. Je suis reparti avec. Comme quoi, à l'heure d'Amazon et des plateformes d'avis en ligne dont tu parles dans ton livre, c'est encore comme ça qu'on a les meilleures surprises de lecture. Et je t'ai proposé de participer à l'émission parce que ça m'a beaucoup plu déjà, pour l'histoire que tu racontes, mais aussi pour les discours que tu portes à travers tes personnages. Sur la Silicon Valley, ses entreprises et ses mythes, on va en discuter ensemble. On sent dès les premières pages que tu as une très bonne connaissance de cette région. Est-ce que tu peux me raconter ton rapport à ce coin de Californie ? Alors, j'imagine que c'est lié à ton travail de journaliste, mais ça va peut-être un peu plus loin ? Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, à la base, c'est absolument lié à mon boulot de journaliste. J'ai depuis toujours écrit sur la tech et j'ai toujours essayé de manière modeste, mais de questionner finalement la place que ça occupait dans nos vies, etc. Il se trouve que en 2015, voire même 2014, j'étais rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait Snatch. On commençait à entendre beaucoup parler de la question transhumaniste, qui est une des idéologies un petit peu phares de cette Silicon Valley. Enfin, c'est une philosophie qui finalement fonctionne assez bien avec quelque part l'approche de la vie que pas mal de gens et d'entrepreneurs peuvent avoir là-bas. Du coup, je suis parti pendant un mois enquêter sur ce sujet-là, mais en ayant aussi en tête ce qui finalement était l'embryon du roman dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, effectivement, c'est un peu mon approche de journaliste qui fait que, avant d'écrire, j'aime bien être renseigné un maximum. Donc, je suis allé y passer du temps et j'y suis allé à plusieurs reprises c'était des séjours à chaque fois de 3-4 semaines. Et pour avoir discuté avec des entrepreneurs français qui sont installés là-bas, alors il y a le techlage dont on parle de plus en plus depuis quelques mois, quelques années. Cette défiance à l'égard de la Silicon Valley, ils m'ont dit qu'elle était très présente aux États-Unis, dans toutes les franges de la population, pas uniquement dans des milieux comme chez nous, peut-être un peu plus politisés ou qui s'intéressent à ces questions-là, tout simplement. Peut-être parce que les dérives touchent plus de monde que chez nous. Comment tu le sens, toi ? C'est très différent de ce qui peut se passer ici ? Alors disons que, en tout cas, je n'aurais pas la prétention de parler pour tous les États-Unis, mais effectivement, San Francisco, c'est... et alors autant je suis allé pour le transhumanisme, mais le point de départ de mon roman, c'était quelques mois avant justement d'aller enquêter là-bas, et c'est ce qui a un petit peu, mis le feu à mes neurones et m'a vraiment donné envie d'aller explorer ça. C'est qu'il y a un groupe qui s'était intitulé la Counterforce, un nom qu'ils avaient emprunté à un roman de Thomas Pynchon, d'un groupe qui déjà s'attaquait à des intérêts relatifs à la technologie. Donc ce groupe à San Francisco sort un peu de nulle part. Ils étaient très énervés par rapport à justement tous les phénomènes de gentrification entraînés par cette industrie-là, c'est-à-dire c'est une industrie qui finalement charrie énormément de travailleurs, parce que plus nous, n'importe où dans le monde, on utilise ces services, on utilise ces téléphones, etc., plus là-bas il y a un effet corollaire un peu concret, à savoir que il faut engager des gens pour assurer le job. Et donc forcément ça crée des crispations, parce que ces populations-là gagnent beaucoup plus d'argent que les gens moyens, donc des loyers qui augmentent, et en même temps il y a aussi une espèce d'apartheid. Les gens qui bossent dans ces boîtes-là ont droit d'utiliser des transports en commun qui sont
extrêmement de bonne qualité, un peu comparable à ce qu'on pourrait avoir en Europe, sauf qu'aux États-Unis, évidemment, les transports en commun sont beaucoup moins bien développés ou beaucoup moins efficients. Et cet ensemble de choses a fait que ce groupe, donc ces activistes qui étaient des gens quand même relativement, je dirais, lettrés, et en même temps assez énervés pour une partie rejetons d'Occupy Auckland, ont décidé que c'était trop et ils ont décidé d'attaquer en fait des symboles de cette Silicon Valley, de ces entreprises. Donc ces navettes, quand même les gens bossaient dans ces boîtes à Cupertino, à Mountain View, à Palo Alto, etc. Et puis en même temps, ils sont allés harceler un certain nombre de cadres un peu visibles de ces boîtes-là, qui étaient connus pour avoir acheté des très grosses maisons. Je pense par exemple à Anthony Lewandowski, qui est une espèce de personnage complètement fantasque et à moitié fou, et qui est un des cofondateurs de la Google Car, et qui était connu pour avoir acheté une maison, mais pour des millions et des millions de dollars à Berkeley, donc dans la baie de San Francisco. Et il y a eu ces actions choc. Et je crois que c'était un truc beaucoup plus violent que même tout ce qu'on peut voir chez nous. Là, il y avait vraiment un ras-le-bol. Et finalement, c'est ça aussi qui a donné le point de départ du bouquin. Il y a de nombreuses tentatives de critique de ce monde des licornes qui n'est en réalité pas si merveilleux que ça. Ça a commencé aux États-Unis, c'est assez logique. Il y a des journalistes qui écrivent sur ces sujets, il y a de plus en plus de livres, de témoignages qui sortent aussi. Il y a des fictions télé, je pense bien sûr à Silicon Valley sur HBO. En fiction, il y a aussi le roman, je sais pas si tu l'as lu, très drôle, de Jessica Powell, je sais pas si tu vois duquel je parle, qui est une ancienne VP communication de Google. Ok. Mais c'est pareil, c'était une satire. En France, ça commence, mais on est surtout dans les livres universitaires, dans les essais de journalistes. J'en ai peut-être raté, mais à ma connaissance, c'est le premier roman avec cette visée critique. Alors tu vas me dire, il y en a peut-être d'autres. Il y a déjà eu quelques romans inspirants sur les aventures d'entrepreneurs français à San Francisco, mais je les mets pas dans la même catégorie. Pourquoi avoir choisi le roman pour détricoter tout ça et faire passer tout ce que tu avais accumulé en tant que journaliste? Non, c'est vrai qu'en roman, effectivement, en France, je pense que c'est sans doute une première. Il y avait le cercle de Dave Eggers aussi, où il s'inspirait un peu de Google pour raconter une histoire un peu du même acabit. Mais moi, en fait, c'est pourquoi le roman m'intéressait, c'est que c'était une forme qui me permettait de vraiment, le roman ou la fiction, de pouvoir un petit peu m'affranchir du réel à un moment donné, parce que le problème avec le réel, c'est qu'on peut pas inventer les choses, donc parfois, on est vraiment obligé ça peut être compliqué de provoquer des situations ou d'avoir les interlocuteurs qu'on aimerait avoir, alors qu'avec la fiction, on peut s'affranchir d'un certain nombre de codes. Et en même temps, ça me permettait donc de construire finalement de raconter un écosystème et de le construire en mettant en scène les différentes strates, à savoir que effectivement une partie du bouquin était de raconter la Silicon Valley, le mythe du start-upper qui part là-bas, qui fait ses levées de fonds et qui poursuit les incubateurs, les levées de fonds, etc. et qui poursuit cette dimension-là. Mais finalement, dans cet écosystème-là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque part, il y a aussi des personnages qui vont couvrir le quotidien de la Silicon Valley. Donc là, je pense par exemple aux journalistes. Et quelque part, il y a une espèce de porosité entre les entrepreneurs et les journalistes. On se refile des tuyaux, etc. C'est un sport en soi, comme dans n'importe quelle pratique journalistique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question il y a 5 ou 6 ans, il y avait un média très satirique qui justement se moquait vachement de ça, qui s'appelait Valleywag, qui est en fait rattaché à Gawker. Finalement, c'est le média qui avait révélé que Peter Thiel, un des grands argentiers de la Silicon Valley, très proche de Donald Trump, fondateur de PayPal, et de Palantir aussi, la boîte qui fournit les algorithmes à la NSA et à nos gouvernements pour nous espionner. Voilà, Peter Thiel en fait avait été outé par ce média-là qui se moquait un peu de tout un tas de choses. Il avait juré de se venger et il a mis des années, mais il a fini par avoir la peau de ce journal-là. Et en même temps, il y a un autre truc qui est aussi intéressant avec les médias, c'est que finalement, ces grands manias de la Silicon Valley, et un des cas les plus iconiques, c'est celui de Jeff Bezos. Au début, se présentent toujours un peu comme des entrepreneurs qui sont à part, qui n'ont rien à voir avec la vieille garde, etc. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'ils ont fait leur fortune, finalement, ils finissent par adopter des réflexes qui sont un peu ceux des vieux capitaines d'industrie. Et puis ils finissent par se dire que posséder un média ou un journal, c'est pas si mal finalement pour asseoir une forme de domination ou de soft power. Et donc il y a énormément de gens, dont Bezos qui a racheté le Washington Post, mais il y a aussi un des tout premiers associés de
de Facebook qui avait racheté, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était The New Republic. Enfin, donc voilà, finalement la Silicon Valley c'est aussi mis dans toute la partie un peu média, donc j'ai essayé de raconter ça. Et puis le dernier truc, c'est le dernier échelon, c'est les utilisateurs, et on l'est tous, donc on a tous un rapport plus ou moins schizophrène à la technologie. D'ailleurs le titre du bouquin c'est ça, le syndrome de Palo Alto, c'est une espèce de syndrome de Stockholm recomposé où en fait les GAFAM auraient pris le rôle du preneur d'otages, et avec nous en otage quand même semi-consentant, c'est-à-dire que bon, on pète tous les plombs parce qu'on sait que Google et Facebook siphonnent nos données, on sait à quel point Amazon est une aberration écologique, etc. Et en même temps, on a toujours cette espèce de dissonance cognitive qui fait que ça nous facilite tellement la vie qu'on a du mal un petit peu à s'en défaire. Donc j'ai aussi des personnages qui sont plus random et qui sont aux prises au quotidien avec ces questions-là. Donc voilà, enfin pour toutes ces raisons-là, il me semblait que le roman permettait de raconter ça. Et puis en même temps, finalement, c'est aussi plutôt que d'être dans du journalisme pur où ça manque parfois de ressorts narratifs un peu sexy. Le roman permet ça. Et puis le roman à l'américaine en plus, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est habitué à ce que la Silicon Valley vende son rêve. Je voulais en parler un petit peu, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce que tu disais sur les médias qui s'infiltrent un petit peu. Là, je te poserai quelques questions là-dessus tout à l'heure. Dans ton roman, c'est sans doute lié à ton attrait pour la littérature américaine, je pense. Tu vas me dire. On attaque par le roman à l'américaine et du coup, on n'attaque pas par le rêve, on attaque par le sale. Ouais, effectivement. Bon, c'est vrai que le bouquin commence en fait où justement ce personnage de start-upper entre guillemets a tout perdu, c'est-à-dire qu'enfin il a tout perdu ou pas, il s'est fait débarquer de sa propre boîte par ses investisseurs, qui est un cas de figure ultra classique, c'est-à-dire que on fait une première, une potentielle deuxième levée de fonds, puis à un moment donné les investisseurs considèrent que le porteur du projet n'est plus à même d'être la personne qualifiée pour l'emmener à la prochaine étape, quelque chose comme ça. On se fait débarquer ou on change de poste, ou finalement on devient simplement un des membres du board. Et moi dans mon histoire je me suis amusé un peu à avoir le type un peu qui déraille en fait, qui le vit pas bien et qui donc du coup est complètement bloqué dans sa tête, n'avance pas, un de ses rares passe-temps c'est d'aller se branler sur des sites de camgirl, et donc il commence un peu à s'enticher de l'une d'entre elles, et en fait plutôt que de finalement de jouer selon la règle de la Silicon Valley qui est fail fast, fail often, donc c'est-à-dire échouer vite, échouer souvent, sous-entendu c'est des échecs que viennent les meilleurs succès, lui il n'y arrive pas, il rebondit pas, puis il finit par se radicaliser. Et après c'est vrai qu'effectivement sur la dimension roman américaine, c'est pas commun, particulièrement en France, de construire ce genre de grandes fresques. C'est vrai qu'en fait mes modèles depuis toujours ça a été Tom Wolfe, James Ellroy, Bukowski, Hunter Thompson, enfin voilà, des personnages qui finalement sont quand même assez éloignés de la vieille garde française, qui n'a d'ailleurs pas forcément rendu simple le fait de trouver un éditeur pour raconter tout ça. Mais c'est vrai que clairement, je dois le dire, je m'inscris plus dans cette tradition-là. Sur des sujets très différents, ça me vient en tête, peut-être parce que je l'ai lu juste avant le syndrome de Palo Alto, ça me fait penser à ce que fait Pierre Lemaitre avec ses romans historiques. J'ai pas beaucoup d'autres exemples en tête, des personnages très forts, chacun qui représente quelques thèmes que l'auteur veut traiter, et puis évidemment au fil de l'histoire ils finissent par se retrouver et tout se noue à la fin. C'est peut-être la seule référence que j'ai. Je sais pas si t'es friand de... Ouais, après s'il faut en trouver, je pense qu'il y a dans les romanciers français qui aiment bien faire ça, alors il y a Antoine Bello qui est installé aux États-Unis, qui avait fait sa série les falsificateurs, les éclaireurs, je veux pas dire de bêtises, mais le titre c'est ça, qui lui pour le coup est un peu là-dessus. Après il y a des mecs comme Houellebecq, quand même mine de rien a toujours fait partie de ces auteurs français aussi qui ont une vision du monde, dont les bouquins en fait servent aussi quelque part à exprimer une vision de l'auteur. Donc il avait quand même un peu cette tendance à, même si c'est fait dans une tradition beaucoup plus française, avec des personnages français, etc., et des terrains de jeu français, il y a un peu ça. Aurélien Bélanger, qui est un grand fan revendiqué de Houellebecq, est là-dessus, ou même Tristan Garcia, son premier roman, La meilleure part des autres, où il racontait les premières années d'Act Up et ces années un peu, les années SIDA en fait. Il posait aussi un certain nombre de personnages. Donc ça existe effectivement, mais oui, c'est pas le genre le plus répandu, quoi.
C'est ce que je disais, on a plein de personnages assez forts qui se rencontrent, qui finissent par nouer des amitiés, par travailler ensemble, par se quitter. Tu disais tout à l'heure la camgirl colombienne au passé tumultueux. Marc Klein, dont tu parlais, l'entrepreneur français, je voulais t'en parler aussi, qui a été viré de sa start-up, un groupe néoludite basé à Auckland qui se rapproche beaucoup du groupe qui t'a mis la puce à l'oreille, je pense. Et puis on a une brute star des réseaux sociaux qui a mis jusqu'aux yeux, et puis le journaliste dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu as arrêté ton choix sur ces personnages ? Je trouve que la galerie de personnages marche super bien. Est-ce que c'est aussi, peut-être dans le cas de Marc Klein, des rencontres avec des entrepreneurs français, des copains à toi, sans nous révéler les recettes, comment ces personnages-là sont arrivés ? Mais alors en fait c'est un peu un paradoxe, mais je pense que Marc Klein est le personnage qui est le plus créé de toutes parts. Les activistes, comme tu l'as parfaitement souligné, sont très inspirés de ce groupe, la Counterforce, qui a sévi à San Francisco. Le web journaliste, même si on est dans un cadre américain, étant moi-même journaliste, évidemment, celui-là, ça n'a pas été le plus dur à créer. Mais effectivement, le personnage de Marc Klein, qui paradoxalement est le seul français, je me suis pas forcément inspiré de gens, parce qu'en fait, start-upper français, parce que j'ai pas tant de copains qui sont start-uppers. Le start-upper français, je pense que c'est un personnage qui est là depuis aussi longtemps que on vend des trucs sur Internet. Enfin, moi, je me souviens des missions de Capital sur M6 à l'époque de la première bulle. Donc, on doit être à la fin des années 90. On les voyait déjà. Enfin, le mec, machin, à 16 ans, il a arrêté le lycée, il travaille depuis son lit, etc. Il a monté son site Internet et il vend je sais pas quoi. Et le business angel derrière, etc. En fait, ça fait... c'est un personnage qui est... finalement dans le panorama depuis au moins 2 décennies, quoi. C'était pas le plus dur à fabriquer, et puis il était marrant. Je pense que c'est un des plus marrants à faire dans l'histoire, parce que finalement il est extrêmement... il est caricatural, mais ce qui est délirant, c'est que on va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a aussi en fait beaucoup de start-upers qui sont caricaturaux dans leur discours, dans leur approche, enfin... Celui-là, il n'y a pas besoin d'aller faire du terrain en fait pour finalement pour le construire, parce que c'est une anthropologie qui est partout présente. Enfin toi Antoine, t'es comme moi, on passe du temps sur Twitter, etc. Tout ça. Donc en fait, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est bombardé par le mythe de ce personnage. Ouais, et quand il arrive, il fait part de son expérience incroyable à tout son réseau professionnel sur Internet. Alors c'est plein d'anglicismes, toutes les formules qu'on connaît tous. Il est dans une coloc où tout le monde bosse comme des fous sans dormir pour réussir. C'était vraiment dans la caricature qu'on n'est pas une finalement, pas tant que ça. Et puis il fait face à la réalité, et elle lui en met plein la gueule, la réalité, et ce qui va l'amener à grossir les rangs des repentis qui commencent un peu à la mode. Je pense à Tristan Harris par exemple, un ancien de Google, qui court les TEDx en utilisant finalement les mêmes artifices que ceux qu'il est censé attaquer, qui n'est pas moins BA de technologie, c'est seulement que les GAFA l'utilisent mal et que lui veut l'utiliser bien, la technologie. Je caricature un peu, mais c'est quand même le fond du discours. Comment est-ce que tu vois ces repentis-là ? Exactement comme toi, enfin c'est marrant, c'est drôle, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. C'est vrai qu'effectivement, Tristan Harris, pour moi, c'est la caricature du mec qui effectivement, qui était philosophe d'entreprise de chez Google et qui à un moment donné a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant oulala, c'est mal ce qu'on fait, et qui effectivement se met en retrait. Il vient donner presque des leçons à tous. Il fait son beurre exactement de la même façon que les autres, et comme tu le dis, en courant les TEDx, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu une génération là d'anciens travailleurs de la Silicon Valley, comme il y avait le mec qui a inventé le refresh sur Twitter, l'autre qui a inventé la notification rouge sur Facebook, etc. Qui viennent un peu pleurnicher et demander à ce qu'on les excuse en fait d'avoir mis le verre dans la pomme, quoi. Mais ouais, il y a un peu un côté, les gars, fallait y réfléchir avant, quoi. Et en même temps, j'ai comme l'impression que dans la Silicon Valley, il y a une petite frange de personnes qui aujourd'hui commencent à avoir conscience effectivement que en fait les entreprises pour lesquelles elles travaillent sont problématiques. Et la dimension qui est intéressante, c'est, je dirais, qu'à la différence d'un risque ou d'un Tristan Harris, donc où on peut trouver qu'il est cynique, même si je suis persuadé que lui n'en a même pas conscience. Il y a des gens qui essaient un petit peu de changer les choses. Je pense par exemple au groupement des travailleurs chez Amazon, qui se sont organisés en groupe. Je crois que c'est Amazon
Bref, c'est le groupe d'Amazon pour la justice climatique qui, en gros, une espèce de prise de conscience de « Ouh là là, on travaille pour le diable », à savoir Amazon qui, d'une part, représente un gaspillage énergétique monumental, ne serait-ce que par les déplacements de marchandises, les camions, etc., qui tournent à l'essence. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a la destruction aussi de toutes ces marchandises qui, finalement... ça revient moins cher de détruire la marchandise neuve que de les stocker pour les gens en fait qui les vendent sur la marketplace. Mais surtout le troisième truc, et c'est ça qui leur a vraiment généré une prise de conscience chez ces travailleurs-là, c'est le fait qu'Amazon, avec son cloud, enfin avec sa division de cloud AWS, Amazon Web Services, aujourd'hui fournit des algorithmes qui sont parmi les plus puissants du monde à l'industrie pétrolière, à Shell, à BP. Aujourd'hui, ces boîtes-là, pour faire tourner leur exploitation et trouver de nouveaux gisements, se servent de la technologie d'Amazon. Donc du coup, ça veut dire que même quand Bezos, tout à coup, va faire un geste en disant « Bon, je promets qu'à partir de 2040, on n'aura plus d'émissions carbone et je m'engage à ce qu'on achète 300 000 camions électriques, etc. » À côté de ça, en fait, il paye des lobbies à Washington pro-énergie, pro-pétrole, quoi. Et surtout, il fournit les outils pour qu'on continue à faire fonctionner ces gisements. Donc, évidemment, c'est pas mal de voir qu'il y a une prise de conscience chez les travailleurs qui bossent dans ces boîtes-là, qui le dénoncent, qui font pression, et qui d'ailleurs là se retrouvent menacés en fait d'être envoyés pour ce boulot de lobbying pro-climat qu'ils font. Mais après là, finalement, c'est un peu c'est pas l'exemple le plus représentatif du truc, parce que un travailleur de la Silicon Valley, il est comme nous tous, à un moment donné, il se dit qu'il doit manger, etc. machin, donc c'est vachement dur de s'élever finalement pour ses idéaux face à finalement la basse réalité du quotidien. Ouais, alors parmi ces repentis, il pourrait y avoir, il y en a d'autres. Marc Klein, ton personnage, est d'un autre genre de repenti. Alors je vais pas spoiler, mais lui, il s'arrête pas à écrire des bouquins et faire des conférences inspirantes. Il se radicalise largement dans sa critique des technologies. Il est pas du genre la technologie est pour l'instant mal utilisée, je vais faire ça bien. Lui, c'est une critique radicale. Est-ce que pour toi, le techlash ne peut avoir que ces deux issues-là, soit reprendre les méthodes de la Silicon Valley en disant on va faire le bien avec les technologies, soit basculer dans la radicalité? C'est une des questions que tu poses aussi dans toute la fin du roman. Ouais, alors bon, je prétends pas y répondre dans le fond, mais effectivement, je me sers du genre romanesque pour amener ces questions qui sont peut-être plus philosophiques ou sociologiques. Se pose la question de comment on stoppe la fuite en avant, ou cette espèce de course effrénée dans laquelle on est lancé. Bien évidemment, je vais pas pouvoir te donner de réponse, mais disons que le personnage de Marc Klein, il est représentatif de ceux qui ont été les plus fervents soldats du système et qui tout à coup, à partir du moment où ils se font recracher par le système, deviennent ses pires ennemis. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Il est inspiré de figures qui ont vraiment existé. Je pense par exemple à Theodor Kaczynski, alias Unabomber, qui est un type qui était un professeur de mathématiques à Berkeley, et puis qui un jour en a eu marre et donc parti vivre au fin fond de la forêt dans le Montana, et puis un jour où il était tranquille, après 10 ans à vivre dans sa forêt, il entend qu'en fait il y a des véhicules motorisés en bas de chez lui, et il se rend compte que l'État fédéral est en train de construire une route. Il a l'impression de subir une attaque en règle du système technicien. Il décide de se radicaliser et il envoie des bombes pendant 20 ans aux États-Unis, il tue des gens, il en mutile d'autres, etc. Donc effectivement, c'est une manière de s'opposer à ce système technicien. Et la deuxième, c'est celle dont on parlait, un peu à la Tristan Harris, mais quelque part, on est sur des personnages qui jouent peut-être trop, finalement, avec les règles du système pour prétendre vraiment s'en affranchir. J'ai l'impression que la troisième possibilité, qui est finalement celle de ces travailleurs, par exemple de chez Amazon, qui en fait décident au risque de perdre leur boulot, un peu de la même façon que
que des grévistes, à un moment donné, pour faire valoir leurs droits, prennent cette décision de se priver d'une partie de leur salaire, etc., sont peut-être encore ceux qui, finalement, ont la possibilité de plus faire bouger le système. Parce que bon, dans le cas d'Amazon, quand même, ça leur fait pas une très bonne image. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de secret. Bezos, même s'il n'a pas renoncé à fournir les algorithmes qui font tourner les exploitations pétrolières, c'est après quand même avoir été attaqué par ce groupe-là qu'il a décidé, qu'il s'est engagé en fait à réduire les émissions carbone, à aller à zéro d'ici 2040, ou qu'il a aussi annoncé qu'il allait acheter des camions. Donc j'ai l'impression que cette forme d'activisme est quand même celle qui paye le mieux. Enfin, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, non, mais je suis un peu embêté parce que oui, dans le fond, voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est à travers des personnages, poser des possibilités. Bah justement, c'est ça qui est intéressant et il y a rien de manichéen. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le livre d'ailleurs, parce que sur ces sujets-là, on est souvent forcément à prendre un côté ou l'autre et voilà, à force de travailler ces sujets-là depuis un moment, à être un peu tout le temps dedans, on finit par être d'un côté ou de l'autre et puis à pas forcément réussir à entendre ce qui se passe de l'autre côté, qui est pas toujours d'ailleurs très audible. C'est ce que j'ai aimé, et notamment quand tu parles des médias, je voulais y revenir un petit peu, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure. On sent bien que le personnage du journaliste vient de ton expérience. Pareil, il nous propose une vision complexe, il navigue un petit peu entre tout ce qui est en train de se passer au moment où le journalisme web, je vais voir d'appeler ça comme ça, mais tant pis, on va appeler ça comme ça, a pris son envol avec toutes les contraintes et tout ce qu'il peut y avoir avec. D'où est venu pas ce personnage, mais ce qui lui arrive, c'est du vécu aussi, c'est peut-être aussi d'autres journalistes qui t'ont raconté un petit peu toutes ces combines pour sortir des histoires ou pas les sortir, et puis tout le changement où la rédaction est finalement aux mains des marketeurs et puis des journalistes. On a ce journaliste qui est un pur produit du journalisme web, mais avec cette dimension quand même, je fais de l'enquête, je fais du terrain, etc. Même si je raconte les dessous de la Silicon Valley, c'est quand même important pour moi de sortir des scoops. Et en même temps, il se drape de cette sacro-sainte déontologie en permanence. Mais finalement, on se rend compte que la part du clic et d'avoir des articles qui soient retweetés, likés, etc., vient se confronter avec sa volonté d'être irréprochable. Et en fait, il est toujours pris en balance entre finalement rogner un petit peu sur ses idéaux et ses principes contre un bon scoop. Donc on a un personnage qui effectivement, dont l'espèce d'arc narratif, si je puis dire, est un peu sous-tendu par ce truc-là. Et il se retrouve effectivement à travailler dans un cadre qui est donc un journal que j'ai imaginé de toutes pièces, qui emprunte un petit peu à Gawker, donc le média dont je parlais plus tôt, ce fameux média qui, après avoir outé Peter Thiel, a fini par perdre au tribunal et être condamné à payer une amende telle que le seul moyen pour eux en fait était de mettre la clé sous la porte. Mais ce que j'ai voulu raconter en sous-main, et là c'est là où on est dans un cadre encore une fois qui est beaucoup plus américain que français. Ce qui m'intéressait, c'était ça. Les manias de la Silicon Valley ont commencé à mettre la main sur un certain nombre de journaux, et le phénomène qui s'est passé était intéressant, à savoir que dans un premier temps, ils étaient toujours un peu sur une logique de dire écoutez, allez-y, ok, j'achète le truc, mais vous faites ce que vous voulez, je vous assure que je n'interviendrai pas à l'intérieur du journal, en tout cas pas d'un point de vue journalistique. Et puis au bout d'un moment, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, à perdre de l'argent, parce qu'en fait la presse est quand même une industrie qui est particulièrement bonne pour en perdre, finissent un petit peu par être agacés. Ils viennent d'une culture de la win où l'idée est quand même d'essayer d'être rentable assez rapidement. Et donc c'est des cas de figure un peu classiques où typiquement le rédacteur en chef à qui on avait assuré au moment du rachat que le principe journalistique ne serait jamais dévoyé, qu'il n'y aurait pas d'interférence, etc., finit en règle générale par être le premier fusible à sauter. Et puis de là, en fait, il y a une recomposition du fonctionnement du journal. Ça me tenait aussi à cœur de raconter ça, l'évolution finalement de la presse à l'heure de l'internet et à l'heure d'un marché où en fait les revenus publicitaires sont corrélés au nombre de clics et au nombre de vues. Et donc il y a quand même un enjeu de trouver le moyen de faire le plus de vues, et souvent
c'est pas les grandes enquêtes qui sont longues et fastidieuses à lire qui réussissent ce truc-là. Et qui coûte cher à produire surtout. Ouais, bien sûr. Je voulais finir là-dessus. On sait qu'il y a de moins en moins de journalistes. Beaucoup sont partis faire des relations publiques justement chez Google et chez d'autres. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des chiffres aux États-Unis sur les 10 dernières années qui sont assez fous. Ceux qui restent sont dans des positions qui sont inconfortables pour faire un travail de fond de critique de ce monde des startups. Je voulais finir sur une note d'optimisme. Je sais pas si tu as vu les chiffres aujourd'hui du Monde qui montrent qu'ils publient de moins en moins d'articles, de plus en plus d'enquêtes de fond. Ils ont embauché des journalistes pour faire du travail de fond, etc. et que ça paye parce que les gens, même si les revenus publicitaires baissent, les gens s'abonnent. Donc voilà, ils ont compris que c'est par là que ça passait. Alors évidemment, le problème de la presse en ligne est beaucoup plus large que ça, mais bon, il y a peut-être un petit peu d'optimisme de ce côté-là. Je pense que peut-être encore plus en France qu'aux États-Unis, un monde médiatique qui a eu tendance, alors tu as dit tout à l'heure, il y a cette figure de l'entrepreneur qui est mise en avant en ce moment, et encore plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron évidemment. C'est difficile d'aller contre tout ça. Il y a même des journalistes, je me souviens de Stéphane Soumier sur BFM qui disait qu'il faisait la propagande des entrepreneurs. La chance qu'il peut y avoir, c'est qu'avec le Techlash, il y a certaines rédactions qui commencent à se rendre compte que ce serait peut-être vendeur de changer son fusil d'épaule. Je l'ai vu récemment avec, je crois que c'était le Figaro, avec certaines Élibé, certaines plumes qui avaient tendance à aller dans le sens du vent et qui étaient un peu technobéates, qui commencent à revenir là-dessus. J'ai raison d'être optimiste, à ton avis, sur ces sujets-là, ou ça va continuer comme ça ? J'aurais tendance à aller dans ton sens, effectivement. C'est vrai que les gens commencent à avoir compris que pour avoir une info de qualité, il faut payer. Enfin, je pense que c'était assez incongru pour beaucoup d'entre nous, même moi le premier, de payer de l'information sur Internet, alors qu'en fait aujourd'hui, de la même façon que je paye pour Spotify, je paye pour un certain nombre de journaux en ligne pour avoir une info de qualité. Donc effectivement, les mentalités bougent dans ce sens-là et c'est forcément une bonne chose. Et après, sur effectivement le traitement des journalistes, j'ai l'impression que dans les gros canards, il y a des spécialistes, déjà d'une part, sur ces questions-là, qui sont vraiment des gens qui ont des connaissances, qui ont une vision, qui ont peut-être un background intellectuel qui fait qu'on les aborde effectivement sans forcément dire amen à tout. Même au contraire, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que sur c'est relativement récent, hein, mais peut-être que sur ces 3 dernières années, il y a vraiment eu un truc à changer. Et, je vois par exemple Libération a tendance à faire des super enquêtes sur la dimension sociale qui va finalement de pair avec toute cette Uber économie, quoi. De la même façon, que ce soit dans Le Monde, dans le Figaro, etc., les journalistes, en fait, aujourd'hui, on propose des papiers qui sont assez critiques sur ces questions-là. Et puis, en plus, il y a tout un tas de petits médias, de médias indépendants comme vous, il y a un certain nombre de podcasts, il y a des newsletters, etc., où là, ils peuvent même se permettre d'avoir un ton vraiment incisif, où à la fois en fait ça peut parler à des spécialistes, mais même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas mal. Il y a une grille de lecture et en fait, on se fout un peu de la gueule de ce milieu-là qui a tendance à tellement se prendre au sérieux qu'ils ne se rendent parfois même pas compte que en fait leurs postures sont ridicules. Top.